On se retrouve donc du coup pour la deuxième partie de l'émission. Tout à fait. Il y en a plein de parties de cette émission, on en a tellement. Nouvelle partie donc dans cette émission. Alors, bonjour à tous si vous nous rejoignez sur la chaîne pour cette vidéo. Damn les gens, il faut faire les foot thématique de la soirée. Et on est là pour un petit dossier sur la rentabilité des films et les vrais chiffres du box-office. Pourquoi déjà ce dossier ? Alors, je l'ai préparé intégralement, donc tu vas te laisser guider comme le chat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais prévu un dossier sur Il m'a les dit, succès. T'inquiète pas, je vais légèrement t'allonger sur la banquette arrière. Et je lui ai dit, mais Claire, tu es sûr ? Pas du tout. J'avais réfléchi à l'idée d'un dossier sur les succès et les échecs du box-office 2016. Et puis il y a deux petits événements qui se sont passés dans Q-Technique cette année qui m'ont interpellé. Le premier, c'était notre échange enflammé lors du débat sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma qu'on avait fait à la Paris Games Week, où on n'était pas du tout d'accord sur est-ce que les adaptations de jeux vidéo au ciné avaient été des succès ou pas. Et puis le deuxième, c'était une petite phrase que tu avais balancée, mon cher Big B, lors d'une news sur le box-office de Batman vs Superman. Tu avais dit que le film, pour être rentable, devait avoir 800 millions de dollars. J'avais dit, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Tu avais dit 800 millions de dollars. Moi, globalement, j'étais plutôt d'accord avec toi, mais tu avais provoqué l'hilarité du chat qui t'avait accusé d'avoir fumé un pétard aussi gros qu'une baguette de pain. Non mais là, t'as force complètement. Non, c'est vrai. Non, c'est les gens. Mais c'est attends, pas je prends ta possible. défense. Eh bien, figurez-vous que le chat avait tort. Et que toi aussi, mais toi, beaucoup moins que le chat. Mais toi, encore plus. Non, moi, j'avais pas pris position. Oh, le J'étais la mensonge. Suisse. J'étais la le Suisse. mensonge. J'étais la Non mais Suisse. c'est tellement... Mais en même temps, ça me dérange pas parce que enfin les gens te voient sur le vrai visage de Kerr que j'ai tous les jours. C'est du mensonge. Alors, à c'est quoi des problèmes Non, de gaz. Mais arrête. Mais arrête avec ça. Donc, pourquoi est-ce que revenons sur donc la rentabilité des films et les vrais chiffres du box-office. Quand on a des chiffres qui sont donnés sur le site Box Office Mojo, par exemple, qui est la référence, la question à se poser, c'est est-ce que la part des exploitants a été retirée de ces chiffres-là ou pas ? Donc c'est la vraie question que je me suis posée et qui change tout finalement dans l'analyse de ces chiffres pour savoir si oui ou non le film est rentable ou pas en exploitation en salle. J'ai donc fouillé un petit peu dans les tréfonds d'internet et notamment sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, ils expliquent calmement que les chiffres donnés, donc par exemple, disons que Avengers, pas Avengers, mais Civil War a fait un peu plus d'1 milliard, ça correspond à la part donc récupérée par les producteurs et distributeurs. Donc sous-entendant, et c'est d'ailleurs mis entre parenthèses, que la part des exploitants a été déduite de tout ceci. Donc si on se base sur cette information-là, eh ben, en effet, on peut faire une analyse et se dire, bon, bah, un film qui a rapporté 1,1 milliard, il a un budget de 250 millions, la com, 400 millions, etc. Tu peux parler en euros, parce que moi, les dollars... Non, arrête. Non, sinon, je vais pas y arriver. Et globalement, on peut se dire tout bêtement que le film a rapporté 600 millions à Disney. Ce qui explique pourquoi, par exemple, on a énormément d'articles français qui sont arrivés en fin d'année pour dire que c'était une année record pour Disney, accumulant bêtement les chiffres du box-office en disant « Regardez, 1 milliard pour Civil War, 1 milliard pour Dory, un peu moins d'1 milliard pour l'île de la Jungle, etc. » Ça fait vraiment beaucoup de dollars. Sauf qu'en fait, si on fouille un petit peu plus, on se rend compte que toute cette analyse-là est fausse. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que dans les chiffres qui sont donnés par Box Office Mojo, exemple 1,1 milliard pour Civil War, eh ben, la part des exploitants n'a pas été retirée. Et cette part des exploitants est énorme, puisque globalement, sur On rappelle juste que qui sont les exploitants, parce que tu l'as pas précisé. C'est les salles. C'est ceux qui, en fait, ont la lumière à UV et qui font pousser, du coup, les plantes vertes que récupèrent... Ah non, c'est pas un dossier sur la drogue. C'est donc les cinémas, salles de cinéma, voilà, Gaumont, exactement. Pathé, etc. Si on regarde un petit peu en moyenne, un film dans son exploitation internationale, il y a un peu plus de la moitié du box-office qui va directement aux exploitants. Donc déjà, ça change tout. Ça change tout. Parce que le film, comme par exemple Civil War, n'a plus 1,1 milliard
pour être rentable, il a plus que la moitié, ou à peine la moitié. Ce qui fait combien ? On va dire que globalement, on peut penser que Disney a récupéré 500 millions d'exploitation en salle de Civil War et a dû déduire de cela la promotion, la production du film directement, les différents pourcentages d'exploitation, pourcentage de recettes pour différents acteurs comme Robert Downey Jr., je ne sais pas s'il en a, mais par exemple. Donc voilà. Il faut bien comprendre que c'est moins de la moitié, parce que quand on dit qu'ils ont eu un budget de combien ? Si tu prends l'exemple je sais pas, j'ai pris Civil War au pif, mais, mais j'aurai un exemple très concret après. Prenons un exemple. Un film qui a coûté 500 millions de dollars à faire, souvent a eu entre 300 et 500 millions de dollars de promotion. Pas autant. On dit souvent que c'est 2 fois ça dépend. Ça dépend. Globalement, un budget sur un très très gros film, c'est entre 150 et 200 millions de promotion. Je suis halluciné, j'ai vu passer des tickets plus longs, mais je veux pas balancer. Donc évidemment, je plaisante. Donc c'était un peu bon. Et donc en fait, si on prend un film à 500 millions, on va prendre les bases de Cairn, 250 millions de promotion, ça veut dire que le film a coûté 750 millions de dollars. Sur ces 750 millions de dollars, pour être... Non, pas autant. Là, tu fais des gros chiffres. Là, je fais exprès de prendre des chiffres ronds. Donc ensuite, si on dit le film a gagné 1 milliard de dollars. Oui. 1 milliard de dollars, ce que Kerr est en train de vous dire, c'est qu'il faut retirer plus de la moitié pour les exploitants. Donc le film n'a gagné plus que 450 voire 500 millions de dollars. À ça, il faut retirer donc le budget de promotion qui n'est... Enfin non, mais qu'est-ce que je dis ? J'ai déjà compté les trucs à déduire. Ce qui veut dire qu'on en est à 750 millions de dollars de coûts et 450 millions de dollars de vrais gains. Donc un déficit de 300 millions. Pourquoi est-ce que je dis que la part des exploitants déjà n'a pas été enlevée ? C'est tout simplement en fouillant. Tu trouves ça sur Box Office Mojo où c'est marqué qu'en moyenne le distributeur du film reçoit un peu plus de la moitié du brut, donc ce qu'ils appellent le Box Office Gross, souvent désigné sous le nom de location. Le reste étant versé à l'exploitant. Donc c'est très clairement dit. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas la part de l'exploitant directement ? Parce que ça change considérablement. Le pourcentage pris par un exploitant en moyenne n'est pas le même dans tous les pays. En France, c'est environ 40%, mais il faut ajouter la TVA. Aux États-Unis, c'est environ 45%. En Chine et dans l'ensemble de l'Asie, c'est beaucoup plus, dans l'ordre d'environ 60%. Mais donc, l'État en Chine prend près de 75%, je crois, des revenus de tout le monde. T'es bête. Et en plus, et là où pour compliquer la donne, c'est que le pourcentage pris par un distributeur ou par un exploitant sur les recettes d'un film varie en fonction du nombre de semaines d'exploitation. En moyenne aux États-Unis, ce qui est de coutume aux États-Unis, c'est que sur la première et deuxième semaine d'exploitation d'un gros film, le distributeur va récupérer environ 60% des recettes. 40% donc pour l'exploitant, pour faire simple. Et puis en troisième, quatrième semaine, ça va globalement s'équilibrer. Et puis après, cinquième, sixième semaine d'exploitation, c'est plutôt l'exploitant qui va récupérer davantage de recettes que le distributeur. C'est une des raisons qui explique pourquoi le box-office doit être le plus fort possible à la sortie d'un film. Parce que c'est à ce moment-là que le distributeur va récupérer le plus d'argent. Donc d'où la très forte promotion au moment de la sortie du film, etc. Donc ça, c'est une des premières raisons. Donc là, on a c'est tout simple. Nous avons donc la preuve que la part de l'exploitant n'est pas prise en compte. Il y a, pour vous donner un exemple très concret, une étude qui a été menée par un économiste américain qui s'appelle Edward G. Epstein, qui a parlé d'un film très précis. Il en a analysé le box-office et les coûts. C'est le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui est donc le 5e ou 6e Harry Potter, je ne sais plus. Et il a étudié vraiment au détail le box-office, et c'est un cas qui a été repris énormément aux États-Unis par beaucoup de journalistes et qui a été repris en France notamment par l'Express en 2011. Alors l'article de l'Express, j'ai trouvé, était un petit peu bâclé parce qu'il manque énormément d'informations pour bien comprendre. Si vous avez envie de vous pencher sur cette étude, vous pouvez aller sur les différents sites américains qui en parlent, Hollywood Reporter notamment, Variety, etc. Et en fait, il a pris des chiffres. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors avant de dire ça, je vais vous faire une annonce de fou. De fou non, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que la quasi-totalité des gros films américains ne sont pas rentables en salle et coûtent de l'argent. Voilà, à ceux qui les produisent et qui les distribuent. Exemple d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, un cas très précis. 935 millions de dollars au box-office international,
sur le papier, c'est un très beau succès. Il fait partie des plus gros succès. Il fait partie du On top retrouve 50 des plus gros. À peu près, voilà. On retrouve à peu près tous les Harry Potter dans le top 50 des films qui ont gagné le plus Donc, d'argent en salle. C'est très bien. Sur ces 950 millions de dollars, la Warner, distributeur-producteur, n'a touché que 453 millions de dollars, qui est revenu dans sa poche. Le reste est allé aux exploitants de salles. Sur ces 453 millions de dollars, il faut retirer 29,2 millions de dollars qui ont été versés aux différents laboratoires pour le tirage des copies. Il y a eu 7000 copies dans le monde. Il y a 131 millions de dollars qui ont été versés aux différentes chaînes et groupes publicitaires pour la promotion, affiches, bandes-annonces, pubs sur Internet, pubs à la radio, pubs à la télé. 131 millions. Il faut rajouter à ça 8 millions de dollars versés aux différents gouvernements. Donc ça, c'est des taxes. Il faut verser, en plus, il faut enlever 5,6 millions de dollars au studio de doublage, donc quand même une part importante. 3,5 millions de dollars à UPS pour l'envoi des copies et d'autres choses comme ça, tu vois. Donc ça fait un total, là, pour le distributeur, une dépense nette pour le film de 182 millions de dollars, alors il a récupéré 453. Tu enlèves 182 millions de dollars. Or, il faut rajouter à cela un budget pour le film de production de 315 millions de dollars, donc c'est la production, le salaire des acteurs, etc., plus le pourcentage sur les recettes de certaines personnes, dont J.K. Rowling, qui a touché une grosse somme, et c'est normal, sur l'exploitation de l'Ordre du Phénix en salle. Si on fait tout ça, ce calcul, combien a récupéré la Warner, 453 millions, combien la Warner a réellement dépensé sur le film, eh ben la Warner a perdu sur l'exploitation en salle de l'Ordre du Phénix 167 millions de dollars. Elle en a, le box-office mondial 935, mais n'empêche, la Warner a perdu 167 millions de dollars sur donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est un grand succès, mais dans les faits, pas du tout. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors attention, quand on dit non, pas du tout, c'est parce qu'en fait, on a une vision erronée. On a l'impression que juste les salles, les billets en salle vont rembourser tout le film. Mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que la presse, ne sachant pas ça, fait des analyses sur le succès, la rentabilité des films qui sont complètement erronées. Il y a des articles, par exemple... le dossier que tu avais fait à la Paris Games Week, du coup. Mais non, pas du tout, parce que j'avais pas annoncé de chiffres comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne le savais pas. Sur Assassin's Creed, il y a des articles qui vous disent que le film a rapporté 150 millions. Là, pour eux, il a déjà remboursé son budget, qui est de 150 millions. On précise pour ceux qui complètement faux. Qui regardent ça en live, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent je dors, s'il vous plaît, euthanasiez-moi. L'émission reprend pour les qu'est-ce que tu as vu. Dès qu'on fait un dossier l'émission un peu sérieux, reprend dans 5-10 minutes. Alors pourquoi est-ce que les studios qui perdent de l'argent sur la plupart des grosses productions le font ? Parce qu'en fait ils deviennent rentables après, avec les DVD, les Blu-ray, les droits en VOD, les places pour les spectacles de Quidditch. T'es bête. Les droits sur HBO TV, sur Netflix, etc. Les droits TV, la diffusion des films à la télé. Bien évidemment, le merchandising, tout ce qui est produits dérivés, etc. Et au final, ils rentrent dans leurs frais avec ça. Mais il y a certaines choses qu'il faut du coup expliquer. Par exemple, le fameux discours de dire les gros studios font d'énormes films pour pouvoir financer à côté des petits films indés, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les gros films font perdre de l'argent aux studios, direct. Mais si. En exploitation de salle. Non, jusque-là, t'étais bon. Non, et là, mais je t'assure, c'est faux. Mais je l'ai lu dans des articles américains. Calme-toi. Vas-y, explique. Mais en fait, le truc, c'est que tu viens de l'expliquer toi-même. Les gros films en salle perdent de l'argent. Mais au total, il n'y a aucune société. Je parle pas du total. Non, mais je parle pas du total. Il faut en parler. Les studios sont des dans les faits, tu as raison. Les studios l'exploitation en salle ne permet pas de payer des films indés. Je vais jusqu'au bout. Donc, les films sont gérés par des sociétés de production qui ne font pas leurs calculs, juste comme tu l'as précisé très justement, avant. Elles ne s'arrêtent pas en disant « Ok, notre bilan comptable s'arrête à l'exploitation en salle ». Donc, c'est quand elles font le bilan après les produits dérivés, après la vente des droits de diffusion télé et third party, Netflix, etc. Oui. Et donc à ce moment-là, je suis d'accord. c'est rentable. Donc oui, c'est bien les gros films qui génèrent beaucoup d'argent dans la totalité de leur vie qui payent les films indés. Oui, c'est pas ce que je disais. Parce qu'un indé, je tordais le cou à cette idée que ce sont les très gros films qui
dans leur exploitation en salle, permettent de financer les films indés. Ça n'est pas dans leur exploitation en salle. Il n'y a personne mais qui dit si, parce que, par exemple, sur le cas de Deadpool, qui a été un vrai succès pour la Fox, il y a eu des gens qui ont dit ça a tellement bien marché Deadpool que grâce aux millions de dollars qu'ils ont fait en salle, ils vont pouvoir payer des films de Fox Searchlight. C'est faux. Bah si, c'est entièrement vrai. C'est sur les DVD beaucoup plus tard, c'est pas sur l'exploitation en salle. Non, c'est entièrement vrai dans le cas de Deadpool parce que c'est un film, et comme tu vas en parler tout à l'heure, il y a des films, donc quand on prend l'exemple de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est un très bon exemple parce que c'est un film à très gros budget qui coûte tellement cher qu'il ne sera, malgré son succès énormissime, pas rentable en salle. Dans le cas de Deadpool, c'est un film qui a un budget beaucoup plus ténu. On le sait, Deadpool, il y a très peu de décors, très peu d'acteurs. Pourquoi ? Parce que du coup, ils avaient un budget très restreint pour ce film qui était Peggy 17, si je ne me trompe pas, à la sortie. Et du coup, le film a été extraordinairement rentable juste sur les salles. Oui, après, il faut recalculer au détail, mais c'est pas sûr que... Il a coûté que dalle, il a coûté... mais il est au moins 300 millions de budget, et s'ils ont touché 400 millions sur le truc... Non, c'est je crois 150, et je suis pas sûr que ce soit la 150 avec la promotion. Non, la promo n'est jamais comptée. Non, mais c'est sûr, la promo n'est jamais comptée. Ridicule. Budget, On peut vérifier sur Deadpool, mais je suis pas certain que Deadpool ait énormément marché. Et le problème de la Fox, c'est que derrière, ils n'ont aucun merchandising sur Deadpool, puisque Marvel interdit tout merchandising sur les licences de la Fox au ciné. Donc, mais ça, c'est un autre souci. Budget 58 millions de dollars. Oui, mais derrière, tu rajoutes la com sur Deadpool, elle a coûté donc c'est ce que je te dis. Truc de ouf. Il y a 200 millions. Il a fait combien Non, mais le film a coûté 60 millions, il peut pas avoir coûté 200 millions de dollars. Ça n'a rien à voir. Si tu fais une com de ouf sur un film qui t'a coûté 10 balles, tu la payes quand même. Elle va pas te coûter 20 balles. J'ai retrouvé mes 58 millions de dollars. J'avais lu à plusieurs reprises que c'était 150 millions. Il a dû faire 800, non ? Il me semble qu'il a fait 800 millions. Donc dans le cas de Deadpool, c'est impossible que le film n'était pas rentable. Et de beaucoup. Alors, dans les différents articles que j'ai pu lire... son propos parce que c'est juste que c'est un exemple d'un film qui effectivement lui était très rentable. Dans les fameux films rentables, il y a différents articles qui ont évoqué les films qui sont rentables en salle, en disant qu'ils sont extrêmement rares. Et donc c'est un article qui date de 2012 ou 2013, donc qui ne prend pas en compte les très gros succès de l'année dernière qui ont été Jurassic World, Avengers 2, Fast and Furious 7 et Star Wars épisode 7, qui eux ont été de très gros milliardaires à 1,5 milliard. Le mec ne citait que de très très rares films comme Avatar, Titanic, en précisant que les très gros films américains qui sont rentables en salle, ce sont vraiment des cas très très rares. Et c'est du coup très étonnant. Enfin, étonnant, maintenant qu'on sait comment sont calculés le truc, c'est en effet moins étonnant. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que ce sont finalement les films qui ont le plus petit budget et la plus petite promo qui, lorsqu'ils fonctionnent au cinéma, sont très rentables. Exemple, La La Land. La La Land a une petite promo, tout petit budget, poussé à fond par les Golden Globes, les Critics' Choice Awards, les British machin truc et les Oscars. La La Land va être très rentable. Un film comme Room, qui a été poussé par les Oscars l'année dernière, très rentable. Autre exemple, les films d'horreur, puisqu'ils ont un budget ridicule et qu'ils se font une auto-promo puisqu'ils ont déjà leur public. Ces films-là sont très rentables. Maintenant, pour compléter du coup ce que tu dis, on est d'accord que La La Land va être très rentable en salle, mais moins sur les DVD et Blu-ray là pour le coup. Mais si on compare à un film de super-héros, n'importe lequel, il va moins apporter d'argent. Non, je parle en termes de rentabilité. Non, mais je t'entends en bien. Salle. Mais ce que je dis, c'est que si par exemple on compare au premier Captain America, par exemple, peut-être que je prends un exemple au hasard. Peut-être que Captain America n'aura pas gagné d'argent parce que le film aura coûté trop cher. Si on regardait uniquement ses revenus salles, oui, bien sûr. Mais il va y avoir un merchandising qui va être tellement important. Oui, puis il inscrit le personnage dans une franchise. Oui, ça que du coup, le film La La Land n'a effectivement presque que ces places pour se rendre rentable. Ah oui, non, mais je parle dans ce dossier-là, je ne parle que de rentabilité en salle. Et du coup, si tu as à peu près terminé ton point, moi je voulais élargir par une. Moi, il y avait un dernier point que je voulais aborder. C'était la fameuse question de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant au box-office et pourquoi est-ce que les distributeurs en parlent énormément. La première dans le chat, raison... les gens parlent de ton obsession pour le box-office. Mais moi j'adore étudier les chiffres sur le box-office. Le truc, c'est que les distributeurs en parlent énormément parce que c'est une manière de continuer à faire de la promo sur le film. Prenons un exemple tout simple, Paranormal Activity. Quand le film est sorti en salle, quand on dit les médias, c'est le gros succès américain.
C'est le film phénomène aux États-Unis. Si vous regardez un petit peu Paranormal Activity, il n'a pas énormément rapporté au box-office américain. Il a bien marché, c'est vrai, mais il n'a pas fait 1 milliard, loin de là. Mais par contre, il n'a rien coûté. Comme il a coûté, je crois, moins de $100 000 à faire, il n'a rien coûté. Il a gagné énormément d'argent par rapport à ce qu'il a coûté. Donc oui, c'est un succès. Mais en fait, la communication, c'est de manipuler les chiffres du box-office et surtout de ne jamais dire que les films ne sont pas rentables. Est-ce que vous avez déjà vu la Warner dire « Bon, ouais, c'est pas grave, on a perdu 167 millions sur l'Ordre du Phénix, mais on en fait un autre derrière parce que ça va nous rentabiliser sur les DVD. » Non, ils vont juste communiquer sur le fait que 935 millions. Vous avez vu un petit peu ? On a presque fait 1 milliard sur Harry Potter. Et c'est tout le temps comme ça. Sur les gros succès de Disney, sur Avatar, qui est le plus gros succès dans le box-office et tout. On manipule en fait les chiffres du box-office pour en faire un objet de promotion. Et derrière, les médias n'ont aucune analyse de ces chiffres et les balancent de but en blanc en disant voilà, 150 millions pour Assassin's Creed, bah, ils ont remboursé le budget. Parce que c'est évident que quand vous achetez un ticket pour Assassin's Creed, vos 12 balles vont directement dans la poche des producteurs d'Assassin's Creed. C'est une évidence. La caissière, la salle, tous les intermédiaires, on ne les paye pas. Non mais là, j'ironise sur le fait qu'on ne peut pas calculer comme ça. Donc là, maintenant, bah voilà, en tout cas, sauf et donc, du coup, erreur de ma part, moi, il y a bien tout ça à enlever, et on le voit bien avec cette étude menée par Epstein. Moi, j'ai une petite question à poser un peu à tout le monde. Du coup, la question, c'est si effectivement les films à gros budget ne sont pas rentables en salle, s'il y a un poids tellement lourd en fait de la distribution, qu'est-ce qui se passe si on a, comme l'a proposé Apple il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que les films soient disponibles quelques jours après, voire qu'ils soient disponibles uniquement en service de streaming payant et payant très cher en sortie, avec un prix qui serait déprécié au fur et à mesure. Mais la sortie en salle, ça permet de faire une grosse promo et de montrer que le film existe. Bah, je suis pas d'accord. Beast of No Nation est sorti sur Netflix. Il y a eu une grosse promotion quand même. Grosse promotion. Bah, tu es allé sur les Champs-Élysées. Tous les Champs-Élysées avaient. Ça va ouais, tous les Champs-Élysées avaient une affiche, tu sais, à tous les kiosques. Dans le métro, tu en avais beaucoup. D'ailleurs, sur les champs, là, il y a une énorme affiche de Danny Boone pour Red Dingue. Ça m'a fait un peu tiep. Donc au final, moi ma remarque, elle est de dire que si effectivement les films à gros budget pallient énormément de cette problématique de distribution, peut-être que c'est eux qui ont le plus à gagner, là où par exemple La La Land, si elle ne gagne son argent que sur les salles et que ses revenus baissaient, parce que forcément je vois mal les films sortir à 12 €, la question c'est est-ce que c'est au final pour protéger le reste de l'industrie que ces gros films AAA qu'on ne diffuse pas directement sur. Et puis il y a quand même un côté spectacle qu'il faut pas retirer. Je pense que si les gens s'intéressent autant aux films, par exemple par rapport aux séries, c'est parce qu'il y a ce côté spectacle que tu te déplaces pour aller voir un film, t'en prends plein le visage, d'être en salle, de le voir en IMAX et tout. Il y a énormément de salles IMAX aux États-Unis, donc. Si t'enlèves ça et qu'en fait c'est juste ton petit DVD que t'as payé 15 balles à Carouf et que tu te le mates sur ta petite télé, si t'as une petite télé chez toi, le côté un peu spectacle, un petit peu exceptionnel du cinéma, il saute. Et puis au final, si ce côté-là saute, bah tu vas peut-être moins apprécier ce loisir, puis peut-être tu vas te désintéresser de le voir, tout simplement le film, puis tu te diras bon bah il y a des films à la télé, puis des séries aussi, je vais plutôt, au lieu de dépenser et d'acheter mon DVD, regarder ce qu'on me propose à la télé, tu vois. Ouais, moi c'est pas trop mon état d'esprit, donc je sais pas, je me verrais jamais dire mais non, mais j'ai pas regardé ce Marvel parce qu'il y a les ch'tis 10 à la télé, tu vois. Oui, mais ton Marvel il te donne envie parce que c'est un très gros film, un gros spectacle. Mais si après ça devient juste un film lambda que tu vois sur ta télé. Pourquoi est-ce que un film serait un moins gros spectacle parce qu'il est diffusé directement en streaming ? Mais parce que ce côté déjà psychologique d'aller au ciné, c'est un côté entre amis. C'est une sortie, c'est un loisir, le côté un peu exceptionnel, la grande salle, enfin voilà tout ça, tu vois, le grand écran. Bon, ok. En tout cas, merci pour ce dossier qui était pour le coup très documenté. On rappelle que du coup, tu as pu lire les articles de... Comment s'appelait ta première source ? Epstein. Edward. Epstein. Mais ça a été repris beaucoup aux États-Unis. Donc, ta source, c'est les États-Unis. J'ai lu beaucoup d'articles américains.
Non, c'est vrai, pour le coup. Et j'ai pas énormément dormi entre la nuit de samedi à dimanche dernier. En tout cas, voilà, merci pour ce dossier. Et eh bien, écoutez, si ce dossier vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce gris-bleu, je ne sais plus quelle est la bonne couleur, l'une d'entre elles, et également de prendre des exemples dans les commentaires de films qui... Oui, n'hésitez pas à balancer des commentaires, etc. voilà, etc. Let's go!